Le 15 septembre 1940, 11h47 du matin, à 22 000 pieds au-dessus de la campagne du Kent, le sous-lieutenant pilote Colin Gray avait un Messerschmitt Bf 109 en plein dans sa ligne de mire, 400 yards, se rapprochant vite. Le pilote allemand ne l'avait pas encore vu. Le pouce de Gray planait au-dessus du bouton de tir, stable, confiant. 3 secondes avant la distance de tir mortelle. Puis le nez du Messerschmitt plongea en piqué abrupte. Gray suivit sans hésiter, poussa son manche en avant, sentit la force G négative le soulever contre les sangles de son harnais. Pendant un instant parfait, il avait le tir. Le collimateur était verrouillé, son doigt se crispa. Son moteur Rolls-Royce Merlin toussa une fois et cala. L'hélice moulina inutilement dans le flux d'air. Le collimateur dériva hors de la cible. 1030 chevaux envolés en un instant. Le Spitfire de Gray devint un planeur. En dessous de lui, le Messerschmitt se redressa de son piquet et disparut dans les nuages. Le pilote allemand ne regarda même pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Il savait que le Britannique ne pouvait pas suivre. Le moteur de Gray redémarra dans un tout sautement rauque 2 secondes plus tard. Mais sa 5e victoire lui avait échappé. Pas à cause de l'habileté allemande, à cause de l'ingénierie britannique. Il atterrit à Biggin Hill 20 minutes plus tard et remplit le même rapport de maintenance qu'il avait déjà déposé 2 fois auparavant. Coupure moteur durant une manœuvre en G négatif. Durée 2,3 secondes. Appareil ennemi échappé. Et si je vous disais que cela ne s'était pas produit une fois, ni deux, mais dans 43% de chaque attaque en piqué effectuée par les pilotes britanniques. Presque la moitié, à chaque fois. Le rapport de Gray rejoignit 2300 autres dans un classeur au ministère de l'Air. 2300 pannes moteurs documentées, 2300 moments où les pilotes britanniques étaient impuissants dans le ciel, tandis que les chasseurs allemands revenaient pour les achever. Quelque part dans cette pile de rapports se trouvait la réponse expliquant pourquoi tant de jeunes hommes ne rentraient pas chez eux. Mais trouver la réponse n'était pas le problème. Le problème, c'est que personne ne pouvait le résoudre. Personne, sauf une femme travaillant seule dans un laboratoire à Farnborough. Une femme dont la plupart des membres de la RAF n'avaient jamais entendu parler. Et elle était sur le point d'enfreindre toutes les règles du ministère de l'Air pour leur sauver la vie. Mais je prends de l'avance. D'abord, vous devez comprendre à quel point ce problème était grave. Le lieutenant d'aviation James Lacey, le 3 septembre 1940, engagea 3 Bf 109 au-dessus de l'estuaire de la Tamise. Plongea pour intercepter. Le moteur cala pendant 3 secondes. Perdit le contact visuel. Aucune victoire. Le sous-lieutenant pilote Jeffrey Wellham, le 11 septembre, se plaça dans la queue d'un Messerschmitt au-dessus de Maidstone. Poussa en piqué. Le moteur cala. L'Allemand s'échappa. Wellham faillit entrer en collision avec un autre Spitfire alors que son appareil était sans puissance. Le commandant d'escadron Douglas Bader, le 18 septembre, menant le 242e escadron en attaque en formation. 6 Spitfire plongèrent simultanément sur des bombardiers allemands. Les 6 moteurs calèrent en l'espace de quelques secondes. La formation allemande se dispersa, tandis que les pilotes britanniques luttaient pour reprendre le contrôle de leurs appareils. 6 pilotes expérimentés, 6 moteurs morts, 0 victoire. Ce n'était pas une défaillance mécanique, ce n'était pas un mauvais entretien. C'était systématique, prévisible et absolument mortel. Chaque escadron le signalait. Chaque aérodrome l'enregistrait. Le commandement de la chasse dans le sud de l'Angleterre, les hommes qui défendaient la Grande-Bretagne durant son heure la plus sombre, pilotaient des appareils qui les trahissaient au pire moment possible. Et les Allemands le savaient. Le renseignement de la Luftwaffe avait identifié la faiblesse britannique en quelques semaines, après les premiers engagements majeurs. Leur rapport d'après-combat le documentait précisément. Leur manuel tactique enseignait à leurs pilotes comment l'exploiter. Ils avaient même un nom pour cela, la maladie anglaise. La tactique était d'une simplicité brutale. Quand un chasseur britannique se place dans votre queue, plongez, le Spitfire suivra, son moteur calera. Vous vous échappez, ou vous faites demi-tour et vous le tuez pendant qu'il est impuissant, planant dans le ciel comme une cible dans un stand de tir. Les pilotes allemands utilisaient cette technique dans chaque combat aérien, chacun d'entre eux, et les pilotes britanniques en mouraient. La bataille d'Angleterre, qui se déroula entre juillet et octobre 1940, vit 449 pilotes de chasse de la RAF tués. Tous ne moururent pas à cause de panne moteur.
Bien sûr, le combat est le chaos. Les balles ne font pas de distinction. Mais les commandants d'escadron estimaient qu'entre 80 et 100 de ces morts, des jeunes hommes qui avaient des Allemands dans leur ligne de mire, qui avaient tout fait correctement, qui auraient dû rentrer chez eux, étaient directement causés par le défaut du carburateur. 100 familles recevant des télégrammes, 100 funérailles, 100 avenirs effacés parce qu'un moteur ne pouvait pas supporter un piquet. La survie de la Grande-Bretagne ne tenait qu'à un fil. Le commandement de la chasse perdait des pilotes expérimentés plus vite qu'ils ne pouvaient former des remplaçants. Chaque semaine, les chances diminuaient. Chaque semaine, la Luftwaffe appuyait plus fort. Et chaque semaine, les moteurs britanniques continuaient de tomber en panne. Alors que se passait-il réellement ? Pourquoi les meilleurs moteurs du monde, les Rolls-Royce Merlin, la fierté de l'ingénierie britannique, trahissaient-ils leurs pilotes à 22 000 pieds ? Le défaut était simple, d'une simplicité dévastatrice. Le moteur Merlin utilisait un carburateur SU avec une chambre à flotteur. Imaginez-le comme un minuscule réservoir de carburant à l'intérieur du carburateur lui-même. En vol horizontal normal, la gravité tirait le carburant vers le bas depuis cette chambre jusque dans le moteur. Le système fonctionnait parfaitement, une alimentation en puissance régulière, fiable, efficace. Mais le combat n'était pas un vol normal. Quand un pilote poussait son manche en avant et plongeait après un ennemi, les forces G négatives, les mêmes forces qui soulevaient les pilotes contre les sangles de leur harnais et faisaient flotter leur estomac, projetaient tout vers le haut, y compris le carburant. Le carburant montait en flèche vers le haut de la chambre à flotteur. Le flotteur conçu pour réguler le débit de carburant tombait au fond. La soupape s'ouvrait en grand et soudain le moteur se noyait dans le carburant. Le compresseur était inondé. Les chambres de combustion s'étouffaient. Le moteur calait une seconde, parfois deux, parfois assez longtemps pour qu'un Messerschmitt fasse demi-tour et envoie des obus de 20 mm à travers votre cockpit. Les Allemands n'avaient pas ce problème. Leur moteur Daimler-Benz DB601 utilisait l'injection directe de carburant. Pas de chambre à flotteur, pas d'inondation, pas de faiblesse. Un pilote de Bf-109 pouvait se retourner sur le dos, plonger verticalement, subir des jets négatifs pendant 10 secondes d'affilée et son moteur ne ratait jamais un battement. Laissez-moi vous montrer ce que cela signifiait en combat réel. Un pilote britannique de Spitfire repère un chasseur allemand. Il a l'avantage de l'altitude. Il plonge pour attaquer, mais il ne peut pas plonger tout droit. Son moteur calera. Alors il doit d'abord faire un demi-tonneau, retourner son appareil sur le dos, puis tirer le manche en arrière pour plonger. Cette manœuvre prend 2 à 3 secondes, des secondes précieuses pendant lesquelles l'Allemand peut voir ce qui se passe et réagir. Un pilote allemand de Bf-109 repère un chasseur britannique. Il pousse son manche en avant, il plonge tout droit. Pas de tonneau, pas de délai, pas de panne moteur. Il est sur sa cible en moins d'une seconde. 2 à 3 secondes, ça ne semble pas beaucoup au sol, mais à 480 km/h avec des balles qui volent et du carburant qui brûle, et votre cœur qui bat dans votre poitrine, 2 secondes c'est la différence entre la vie et la mort. Les pilotes britanniques appelaient cela le problème du G négatif. Les pilotes allemands appelaient cela des victoires faciles. Le commandement de la chasse appelait cela une crise, et personne ne pouvait y mettre fin. Rolls-Royce ne restait pas les bras croisés. Il connaissait le problème. Il le connaissait depuis 1937, lors des premiers vols d'essai. Leurs ingénieurs étaient brillants. Ils comprenaient la physique. Ils avaient une solution. Un carburateur à pression. Une refonte complète du système d'alimentation en carburant, utilisant des principes d'injection similaires aux moteurs allemands. Une ingénierie rigoureuse. Des tests rigoureux. Une solution rigoureuse. Date d'achèvement estimée. Fin 1943. Fin 1943. La Grande-Bretagne luttait pour sa survie en 1940. La Luftwaffe bombardait Londres chaque nuit. La RAF était en infériorité numérique, surpassée en armement et perdait des pilotes chaque jour. Et la solution était dans 3 ans. 3 ans. La Grande-Bretagne n'avait pas 3 ans. Ils étaient en train de perdre la guerre maintenant. Mais le ministère de l'Air avait des procédures, des protocoles, des exigences de sécurité, des programmes de tests. Les nouvelles modifications d'appareils nécessitaient 6 mois d'évaluation, de révision, de comité, de commission d'ingénierie, de processus de certification, une paperasserie interminable qui avançait à la vitesse de la bureaucratie, tandis que les pilotes évoluaient à la vitesse du son. Les commandants d'escadron déposaient des rapports, suppliaient pour une solution.
envoyait des demandes urgentes en remontant la chaîne de commandement. Les rapports atterrissaient sur des bureaux à Londres où des hommes en costume débattaient pour savoir si le problème était vraiment aussi grave que les pilotes le prétendaient. Des hommes qui n'avaient jamais senti un moteur Merlin mourir sous eux à 20 000 pieds. Des hommes qui n'avaient jamais vu un Allemand s'échapper parce que leur appareil les avait trahis. Des hommes qui rentraient chez eux retrouver leur famille chaque soir, tandis que des pilotes mouraient dans des épaves en flammes au-dessus de la Manche. Les plaintes s'accumulaient, le bilan des morts augmentait, et rien ne changeait jusqu'à ce qu'un dossier atterrisse sur le bureau de quelqu'un qui refusait d'attendre. La réponse ne viendrait pas de Rolls-Royce avec leur calendrier de développement de 3 ans. Elle ne viendrait pas du ministère de l'Air, noyé dans les comités et les procédures. Elle viendrait de quelqu'un que personne n'attendait, quelqu'un à qui on avait dit toute sa vie qu'elle n'avait pas sa place dans un laboratoire d'ingénierie. Quelqu'un qui faisait de la course de moto à 160 km/h pendant que d'autres femmes servaient le thé et prenaient des notes. Quelqu'un qui était sur le point de tout risquer, sa carrière, sa réputation, peut-être sa liberté, pour sauver des pilotes qu'elle n'avait jamais rencontrés. Son nom était Beatrice Schilling. Et si vous voulez voir comment le génie d'une seule femme a résolu ce qu'une industrie entière ne pouvait pas, appuyez sur ce bouton « J'aime » tout de suite. Cette histoire devient folle. Faites-moi confiance. Restez avec moi. Le 8 mars 1909, Waterlooville, Hampshire, une petite ville de marché où tout le monde connaissait tout le monde et où chacun connaissait sa place. Beatrice Schilling naquit dans un monde avec des règles très claires sur ce que les filles pouvaient et ne pouvaient pas faire. Son père, William, était boucher. Un travail respectable, un travail dur, le genre de travail qui nourrissait une famille, mais n'ouvrait pas les portes des universités ou des laboratoires ou de quoi que ce soit au-delà de l'ordinaire. Les filles de famille comme la sienne avaient 3 voies, secrétaire, infirmière ou commerçante. Peut-être que vous feriez un bon mariage, peut-être que vous travailleriez dans la boutique de votre père, mais vous ne deveniez certainement pas ingénieur. Personne ne l'avait dit à Béatrice cependant. Ou peut-être que si, et elle n'écoutait tout simplement pas. À 14 ans, elle prit chaque sou qu'elle avait économisé grâce à de petits boulots, du ménage, des courses, de l'aide à la boutique de son père, et acheta une moto en panne, une Norton, rouillée et morte, abandonnée par quelqu'un qui n'avait pas pu la réparer. Ses parents pensaient qu'elle voulait la conduire. Ils l'imaginaient pétaradant à travers la campagne, le vent dans les cheveux, la rébellion d'une adolescente qui s'estomperait une fois la nouveauté passée. Ils n'avaient aucune idée. Béatrice voulait la comprendre. Elle traîna cette moto dans sa chambre. Ses parents devaient être mortifiés, et elle commença à la démonter. Pas de manière désinvolte, systématiquement. Chaque boulon, chaque engrenage, chaque composant démonté jusqu'à sa plus petite pièce, disposé sur des journaux étalés sur le sol de sa chambre. Sa mère venait à la porte et contemplait le chaos organisé. Des taches d'huile sur le plancher, des pièces métalliques partout, sa fille couverte de graisse, consultant des schémas qu'elle avait dessinés elle-même. « Qu'est-ce que tu fais, Béatrice ?»« J'apprends. » Et elle apprit effectivement. Elle apprit ce que faisait chaque pièce. Pourquoi avait-elle cette forme ? Comment elle se connectait à la pièce suivante ? Elle apprit en touchant, en échouant, en réessayant. Pas de manuel, pas de professeur, juste elle, le moteur, et une obsession pour comprendre comment les choses fonctionnaient. 3 mois plus tard, elle l'avait reconstruite. Pas simplement réassemblée, reconstruite mieux que les spécifications d'usine. Elle avait identifié des faiblesses dans la conception originale, fait des modifications, amélioré le calage, ajusté le mélange du carburateur. Quand elle démarra la Norton au kick dans le jardin de ses parents, le moteur rugit à la vie avec un son plus doux, plus puissant, plus fort qu'il ne l'avait jamais été quand il était neuf. Son père se tenait dans l'embrasure de la porte de sa boucherie, les bras croisés, secouant la tête d'incrédulité. Sa mère demanda « Qu'est-ce que les voisins vont penser ?» Béatrice se moquait de ce que les voisins pensaient. Elle avait eu une révélation qui allait définir le reste de sa vie. Les moteurs ne sont que des puzzles mécaniques complexes et magnifiques. Et je suis vraiment doué pour les puzzles. En 1934, Beatrice Schilling avait 25 ans. Elle ne pétaradait plus à travers la campagne. Elle courait à Brooklands. Si vous ne connaissez pas Brooklands, imaginez le circuit de sport automobile le plus terrifiant jamais construit.
un ovale en béton fortement incliné où les motos et les voitures de course atteignaient des vitesses folles. L'inclinaison était si raide que les pilotes devaient pencher leur machine à des angles de 45 degrés juste pour rester sur la piste. Une erreur, une perte de contrôle, et vous glissiez dans le mur de béton à 160 km/h. Des gens mouraient régulièrement à Brooklands. Béatrice poussa sa Norton M30 à 170 km/h dans cette inclinaison en béton. Elle obtint l'étoile d'or du British Motorcycle Racing Club, un honneur décerné aux pilotes qui dépassaient les 160 km/h en course. Elle n'était que la 3e femme de l'histoire à le recevoir. Mais voici ce qui rend son histoire différente de celle de tout autre coureur. Elle ne se contentait pas de piloter la moto, elle l'avait construite. Elle avait ajouté un compresseur à sa Norton M30 elle-même, conçu le montage, calculé la pression de suralimentation, réglé le mélange de carburant pour supporter la puissance supplémentaire sans détruire le moteur. Elle n'engageait pas de mécanicien, elle était mécanicienne. La course lui enseigna quelque chose qu'aucun manuel n'aurait jamais pu lui apprendre. Elle lui apprit comment les moteurs se comportent sous contrainte, comment ils sonnent quand ils sont sur le point de lâcher, comment ils sentent quand des composants surchauffent. Elle apprit à ressentir les problèmes avant que les jauges ne les indiquent. Une légère vibration dans le guidon, un changement à peine perceptible dans le régime moteur, une hésitation dans la réponse de l'accélérateur qui lui disait que quelque chose n'allait pas, 3 secondes avant que cela ne devienne catastrophique. Elle apprit le son que fait le métal quand il est sous pression. Elle apprit l'odeur du carburant quand le mélange est trop riche. Elle apprit la différence entre un moteur qui travaille dur et un moteur qui est sur le point d'exploser. Une fois, sa chaîne primaire cassa à 150 km/h. Elle l'avait senti venir. Une infime vibration, une milliseconde d'avertissement, et elle avait déjà commencé à relâcher l'accélérateur quand elle lâcha. Elle s'arrêta en roue libre en toute sécurité, alors que d'autres pilotes se seraient écrasés. Une autre fois, sa pression d'huile commença à chuter en pleine course. La jauge n'avait pas encore bougé, mais elle le sentait. La friction du métal chaud. Elle quitta la piste immédiatement. 10 secondes plus tard, le roulement se grippa. Si elle avait continué à courir, le moteur se serait bloqué à 160 km/h. Les manuels vous enseignent la théorie. Elle dirait plus tard, la course vous enseigne la survie. Et la survie, il s'avéra, était exactement ce dont la RAF avait besoin. En 1932, Beatrice Schilling s'inscrivit à l'université de Manchester pour étudier l'ingénierie électrique. Elle était l'une des 2 seules femmes dans tout le programme d'ingénierie. Les professeurs ne savaient pas quoi faire d'elle. Certains l'ignoraient. Certains la traitaient avec condescendance, parlant lentement, comme si elle ne pouvait pas comprendre des mathématiques complexes. Un professeur lui dit directement que l'ingénierie était trop exigeante pour les femmes et lui suggéra de se réorienter vers l'enseignement. Elle fut diplômée première de sa promotion, mais avoir un diplôme ne signifiait pas que quelqu'un voulait l'embaucher. Des dizaines de candidatures. Elle reçut des dizaines de candidatures. Elle reçut des refus polis, ou plus souvent, aucune réponse du tout. Finalement, elle trouva un apprentissage chez la société d'ingénierie électrique de Margaret Partridge, l'une des rares entreprises en Grande-Bretagne dirigée par une femme. Partridge comprenait ce que c'était d'être brillante et ignorée. Elle donna sa chance à Béatrice. Pendant 4 ans, Béatrice travailla sur des systèmes électriques, des moteurs, des générateurs. Elle apprit la précision. Elle apprit comment travailler au sein de systèmes qui ne voulaient pas d'elle. Elle apprit à être 2 fois meilleure, juste pour être considérée comme à moitié compétente. Puis, en 1936, le Royal Aircraft Establishment de Farnborough tenta sa chance avec elle. Le RAE était le premier centre de recherche aéronautique de Grande-Bretagne. Des souffleries, des moteurs expérimentaux, de l'aérodynamique de pointe, 200 ingénieurs travaillant sur les appareils qui défendraient la Grande-Bretagne si la guerre venait, et une femme. Béatrice entra dans ce bâtiment sachant qu'elle était la seule femme ingénieure parmi 200 hommes. Certains l'accueillirent. La plupart ne savaient pas quoi penser d'elle. Quelques-uns l'appelaient « la plombière » dans son dos, une insulte suggérant qu'elle faisait du travail manuel, pas de la vraie ingénierie. Elle ne discuta pas, elle travailla simplement. En 1940, elle était devenue officier technique principal pour la recherche et le développement des carburateurs.
Non pas parce que quelqu'un lui avait offert le poste, mais parce qu'elle était la meilleure personne pour ce travail, et même les sceptiques ne pouvaient plus le nier. Puis, en novembre 1940, un dossier atterrit sur son bureau. Il était épais, lourd. Des milliers de pages de rapports de combat, de journaux de maintenance, de témoignages de pilotes. Panne moteur après panne moteur. Chaque rapport était tamponné avec une désignation d'escadron, une date, un nom de pilote. Elle les lut tous. Elle lut les noms des pilotes, des jeunes hommes, 20 ans, 22, 25. Des noms suivis de numéros d'escadron. Certains noms apparaissaient plusieurs fois. Des pilotes qui avaient survécu à une panne moteur, déposé un rapport, étaient remontés et étaient morts lors de l'engagement suivant. Des hommes morts. Des hommes qui avaient fait confiance à leur moteur pour les maintenir en vie. Des hommes qui avaient tout fait correctement et étaient morts quand même parce que la machine les avait trahis au pire moment possible. Les commandants d'escadron suppliaient pour une solution. Rolls-Royce travaillait sur une, mais elle était dans 3 ans. Le ministère de l'Air se noyait dans la paperasserie et les procédures, et Béatrice Schilling avait 4 mois pour sauver ceux qui étaient encore en vie. Elle ferma le dossier, regarda la pile de rapports sur son bureau, pensa à ses pilotes, des inconnus dont elle connaissait maintenant les noms, dont elle pouvait empêcher la mort si elle travaillait assez vite. Puis elle retroussa ses manches et se mit au travail. Janvier 1941. Le laboratoire de Farnborough était glacial. La Grande-Bretagne était dans l'emprise de l'un des hivers les plus froids depuis des décennies. Dehors, la neige recouvrait le terrain d'aviation. À l'intérieur, Béatrice Schilling était assise à son établi, entourée de composants de carburateurs, de dessins techniques et de 6 semaines de calculs infructueux. Elle avait attaqué le problème sous tous les angles. Des reconceptions complexes, des chambres à flotteurs modifiées, des systèmes alternatifs d'alimentation en carburant, chaque solution était trop lente, trop coûteuse ou nécessitait des pièces qui n'existaient pas dans la Grande-Bretagne en temps de guerre. Puis un matin, fixant un schéma en coupe du carburateur SU, elle eut le déclic. Elle avait réfléchi au problème de la mauvaise façon. Le problème n'était pas le carburateur lui-même. Le problème était trop de carburant inondant le système pendant un jet négatif. Alors pourquoi essayait-elle de reconcevoir tout le carburateur? Pourquoi ne pas simplement limiter le carburant? Pas complètement, juste assez pour empêcher l'inondation. C'était si simple qu'elle faillit éclater de rire. Si trop de carburant est le problème, restreignez le débit de carburant. Un disque en laiton, un trou percé avec précision au centre. Installez-le dans la conduite de carburant avant le carburateur. Dimensionnez le trou pour laisser passer exactement assez de carburant pour la puissance maximale et rien de plus. Le moteur recevrait toujours tout ce dont il avait besoin, juste pas assez pour se noyer. Elle sortit son tour et usina elle-même le premier prototype. Un disque en laiton de 2,5 cm de diamètre avec un trou percé au centre. Elle commença avec un trou de 0,05 pouces. Trop de débit. Le moteur s'inondait encore pendant les simulations de jet négatif. Elle essaya 0,03 pouces. Trop restrictif. Le moteur s'étouffait à plein régime. 0,045 pouces. Proche, mais pas tout à fait. 0,042 pouces. Mieux. 0,04 pouces. Parfait. Elle testa 17 tailles de trous différentes sur 6 semaines. Chaque test nécessitait des mesures précises, des calculs minutieux et d'interminables simulations. Elle fit tourner le moteur Merlin sur des bancs d'essai dans toutes les configurations possibles. Vol horizontal, montée, piqué, jet négatif, jet positif, vol inversé, manœuvre prolongée. Avec le 0,0 restricteur de 0,4 installé, les coupures moteurs passèrent de 2 secondes à une fraction de battement de cœur. Trop brève pour avoir de l'importance en combat, le moteur recevait exactement assez de carburant pour la pleine puissance, mais pas assez pour noyer le compresseur. Les essais au banc étaient parfaits, absolument parfaits. Elle documenta tout, rédigea des rapports détaillés, prépara des spécifications techniques, vérifia les chiffres encore et encore pour s'assurer absolument qu'elle n'avait rien manqué. Mais les essais au banc ne sont pas le combat. Les essais au banc n'ont pas de Messers qui vous tire dessus. Les essais au banc n'ont pas l'adrénaline qui obscurcit votre jugement. Les essais au banc n'ont pas de balles traçantes hurlant devant votre verrière pendant que vous essayez de garder le contrôle d'un avion en piqué.
Elle avait besoin de le tester dans un véritable combat aérien. Et c'est là que le vrai problème apparut. Le 17 mars 1941, Beatrice Schilling se tenait dans son laboratoire, tenant 6 restricteurs en laiton dans sa main. Chacun pesait moins de 30 grammes. Chacun avait coûté peut-être 6 pence à fabriquer. Chacun pouvait sauver la vie d'un pilote ou le tuer. Elle connaissait les règlements. Installer des modifications non autorisées sur des avions de la RAF constituait un délit passible de la cour martiale. Le ministère de l'Air exigeait 6 mois d'essai pour tout nouveau composant, des comités d'examen, des certifications de sécurité, des commissions d'ingénierie, de la paperasse qui circulait dans les canaux à la vitesse de la bureaucratie. 6 mois. En 6 mois, combien de pilotes mourraient encore? Combien de pannes moteurs supplémentaires? Combien de messeurs s'échapperaient encore parce que les chasseurs britanniques ne pouvaient pas les suivre en piqué? Elle fit le calcul. Si le taux de perte actuel se maintenait, 60 à 80 pilotes supplémentaires mourraient de défaillance liée au carburateur avant que son restricteur ne reçoive l'autorisation officielle. 60 à 80 jeunes hommes, 60 à 80 familles recevant des télégrammes. 6 mois, les pilotes meurent aujourd'hui. Elle prit sa décision. Elle chargea sa moto Norton avec des outils, les 6 restricteurs et un kit de soudure, lança le moteur d'un coup de kick et parcourut 65 km à travers la campagne anglaise jusqu'à la base de la RAF de Biggin Hill. Le matin était froid et gris. Les routes étaient boueuses à cause des pluies récentes. Elle roulait dans sa veste en cuir et ses lunettes de protection, le même équipement qu'elle portait en course à Brooklands, son esprit calculant les distances et la consommation de carburant et la formulation précise qu'elle utiliserait quand elle demanderait à quelqu'un de l'aider à commettre ce qui était techniquement un délit pénal. Biggin Hill était l'une des stations de première ligne du Fighter Command. Le terrain d'aviation était marqué de cratères de bombes des récentes attaques de la Luftwaffe. Les équipes au sol s'affairaient autour des Spitfire et des Hurricane, les préparant pour les patrouilles du matin. L'odeur de carburant d'aviation et d'huile flottait dans l'air froid. Elle trouva le chef mécanicien dans l'un des hangars de maintenance, un sergent nommé Harris. 16 ans d'expérience dans l'entretien des moteurs Merlin, des mains qui connaissaient chaque boulon et chaque fil au toucher, un visage buriné par des années de travail en extérieur par tous les temps. Elle lui montra le restricteur en laiton, expliqua la physique en termes simples, la chambre à flotteur qui se noyait, le problème du G négatif, comment ce minuscule morceau de laiton contrôlerait le débit de carburant et empêcherait le moteur de caler. Harris retourna le restricteur entre ses doigts tachés d'huile. Une si petite chose. Une chose si simple. Comment savez-vous que ça marche demanda-t-il. Des essais au banc, dit Béatrice. 6 semaines d'essais, des résultats parfaits à chaque fois. Harris la regarda. Les essais au banc, c'est pas le combat, mademoiselle. Je sais, dit-elle doucement. C'est pour ça que je suis ici. Il y eut un long silence. Les équipes au sol s'activaient autour d'eux, travaillant sur les avions, se criant des instructions. Au loin, le moteur Merlin d'un Spitfire rugit pour les vérifications d'avant-vol. Harris regarda les restricteurs dans sa main. Puis il regarda les Spitfire sur la ligne de vol. De jeunes pilotes grimpant dans les cockpits. De jeunes hommes qui faisaient confiance à leur moteur pour les garder en vie. « J'ai perdu 11 pilotes à cause de coupures moteur », dit-il doucement. Sa voix était rauque. 11 bons gars. Peterson, il avait une femme et une petite fille. Williams, un gamin du Yorkshire. Il ne pouvait pas avoir plus de 19 ans. Et MacLeod, un gars écossais. J'ai 20 ans. Il devait se marier le mois prochain. Il regarda Béatrice, regarda le restricteur dans sa main. Si ce truc marche, dit-il lentement, je me fiche que le roi en personne ne l'ait pas autorisé. Il prit son kit de soudure et se dirigea vers le Spitfire le plus proche. L'installation prit 2 minutes. Harris souda le restricteur dans la conduite de carburant entre la pompe à carburant et le carburateur. La soudure était propre, professionnelle, invisible à moins de savoir exactement où regarder. Le disque en laiton était là, sans rien de remarquable, un minuscule morceau de métal que personne ne remarquerait, à moins qu'il ne fonctionne ou qu'il ne défaille, et qu'un pilote meure à cause de lui. Le lieutenant de vol, Alan Christopher Deere, tout le monde l'appelait Al. C'était un Néo-Zélandais, 23 ans, avec 54 missions de combat à son actif, 7 victoires confirmées,
Il avait été abattu 2 fois, avait survécu à une collision en vol qui aurait dû le tuer, était sorti indemne d'un atterrissage forcé où son Spitfire avait fait des tonneaux à travers un champ et s'était brisé en morceaux. Il était aussi l'un des critiques les plus virulents du problème de carburateur. Il avait déposé des rapports de panne moteur 4 fois au cours des 3 derniers mois, tous lors d'attaques en piqué, tous se terminant par des avions allemands qui s'échappaient. Le 17 mars, son Spitfire fut le premier avion équipé du restricteur de Beatrice Schilling. Il ne le savait pas. Personne ne le lui avait dit. Harris l'avait installé pendant que Deere était au petit déjeuner. Si la modification échouait, si elle privait le moteur de carburant ou causait une défaillance catastrophique, Béatrice voulait que le blâme retombe sur elle seule, pas sur un pilote qui n'avait eu aucun choix en la matière. À 7h15, Deere grimpa dans son cockpit. Patrouille matinale standard. 2 heures au-dessus de la Manche, à surveiller les formations allemandes. Routine. Sauf que plus rien n'était routine quand on volait au-dessus de la France occupée avec des Allemands à vos trousses. Béatrice se tenait au bord du terrain d'aviation. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge, mais ses mains étaient parfaitement immobiles. Les ingénieurs apprennent à contrôler leurs mains. On ne peut pas faire des réglages de précision quand on tremble. Si le restricteur fonctionnait, Deere ne remarquerait jamais rien de différent. Le moteur fonctionnerait exactement comme il le devait, et il atterrirait sans savoir que quoi que ce soit avait changé. S'il échouait, s'il privait le moteur de carburant au décollage, il s'écraserait avant d'atteindre 150 mètres. Si la soudure se fissurait en jet négatif, le restricteur se détacherait et bloquerait complètement la conduite de carburant. Le moteur mourrait et ne redémarrerait jamais. Si le trou était mal dimensionné, même d'un centième de millimètre, le moteur pourrait tourner parfaitement en vol en palier, mais défaillir de manière catastrophique pendant les manœuvres de combat. Si je me trompe, pensa Béatrice, il tombe du ciel, et je passe le reste de ma vie en sachant que je l'ai tué. Le merlin du Spitfire rugit à la vie. 12 cylindres s'allumant en séquence parfaite. 1030 chevaux faisant vibrer la cellule. Deere roula jusqu'à la piste, relâcha les freins, accéléra sur la bande d'herbe. La queue se leva. Le Spitfire décolla, grimpa dans le ciel gris anglais. Béatrice regarda jusqu'à ce que l'avion ne soit plus qu'un point contre les nuages. Puis elle attendit. Les minutes s'écoulèrent au ralenti. Chacune semblait durer 1 heure. Elle arpentait le bord du terrain d'aviation, vérifiait sa montre de manière obsessionnelle, calculait la consommation de carburant dans sa tête. 2 heures de patrouille, peut-être 2 heures et demie si Deere prolongeait son itinéraire. Taux de consommation en puissance de croisière, calcul de réserve, option d'atterrissage d'urgence si quelque chose tournait mal. Les équipes au sol s'activaient autour d'elle. Les mécaniciens travaillaient sur d'autres avions. Les pilotes se tenaient en petits groupes, fumant des cigarettes, racontant des blagues pour apaiser la tension de l'attente. La guerre continuait autour d'elle, comme si rien d'inhabituel ne se passait. Pour eux, rien ne l'était. Pour Béatrice, tout l'était. Elle avait testé des modifications moteurs auparavant, publié des articles sur l'efficacité des carburateurs, elle avait assisté à des conférences, mais elle n'avait jamais joué la vie d'un homme sur son travail, jamais envoyé quelqu'un au combat avec un équipement qui n'existait que parce qu'elle croyait qu'il fonctionnerait. La croyance n'était pas une preuve. Et si elle se trompait, la croyance ne ramènerait pas Deere. Harris la trouva au bout d'1 heure, lui apporta une tasse de thé. Elle la prit, mais ne but pas. Son estomac était trop noué. « C'est un bon pilote, » dit Harris, regardant le ciel vide. « Le meilleur de l'escadron. Si quelqu'un peut tester correctement votre gadget, c'est lui. » Béatrice hocha la tête. Elle avait choisi Deere exactement pour cette raison. Expérimenté, agressif, le genre de pilote qui se lancerait dans un piqué sans hésitation. Le genre de pilote qui découvrirait vite si le restricteur fonctionnait ou non. 90 minutes. La patrouille devrait bientôt se terminer. Deere devrait être en train de revenir vers Biggin Hill. Si tout s'était passé normalement, si son moteur n'avait pas lâché au-dessus de la Manche, s'il ne flottait pas dans un gilet de sauvetage en ce moment, regardant son Spitfire couler dans l'eau froide et grise, s'il n'était pas déjà mort. 2 heures et 17 minutes plus tard, le Spitfire de Deere apparut au-dessus du terrain d'aviation. Béatrice le vit en premier. Elle avait scruté le ciel si intensément que ses yeux lui faisaient mal. Un avion, pas de fumée derrière lui, pas de dommages visibles. Elle à l'horizontale,
Approche stable. Deer atterrit en douceur, roula jusqu'à la zone de dispersion, coupa son moteur et descendit du cockpit. Il souriait largement. Les pilotes ne souriaient pas largement après des patrouilles de routine. Ils avaient l'air fatigués, tendus, soulagés d'être en vie, épuisés par 2 heures de vigilance constante à 6000 mètres d'altitude. Deer avait l'air d'un homme qui venait de découvrir un secret. Harris l'atteignit en premier. « Des problèmes avec le moteur, mon lieutenant ?» Deer retira son casque. Ses cheveux étaient collés par la sueur. « Des problèmes ? C'est la meilleure performance que le Merlin ait jamais eue. » Il avait rencontré 2 Bf-109 au-dessus de la Manche. Il l'avait repéré à 4500 mètres. S'était retourné pour engager le combat. Tactique allemande standard. Ils avaient l'avantage d'altitude, alors ils avaient piqué pour prendre de la vitesse et de l'énergie. Deer avait suivi le piqué, qui aurait dû tuer son moteur. Jet négatif total. Manche poussée franchement vers l'avant. L'horizon qui bascule. La Manche qui se précipite vers lui. Les Messers qui grossissent dans son collimateur. Et le Merlin n'avait jamais bégayé. Pleine puissance pendant toute la manœuvre. Fluide, réactif, parfait. Deer s'était rapproché à 150 mètres avant que les pilotes allemands ne réalisent que quelque chose n'allait pas. Les chasseurs britanniques ne les suivaient pas en piqué. Les chasseurs britanniques décrochaient, leurs moteurs calaient, mais Deer était toujours là, se rapprochant toujours, tirant toujours. Il avait touché l'un d'eux, avait vu des morceaux se détacher de la section de queue du Messerschmitt. L'Allemand avait boité vers la France, laissant une traînée de fumée, se maintenant à peine en l'air. Premier dommage confirmé que Deer avait infligé lors d'une attaque en piqué depuis août. « Je ne sais pas ce que la maintenance a fait à cet avion, » dit Deer souriant toujours. « Mais je veux que ce soit fait à chaque Spitfire de l'escadron, chacun d'entre eux. » Harris regarda Béatrice. Béatrice regarda le sol. « Je pense que cela peut s'arranger, mon lieutenant, » dit Harris doucement. « Les nouvelles voyagent vite en temps de guerre, surtout les bonnes nouvelles. Surtout quand ces bonnes nouvelles signifient que vous pourriez effectivement survivre à la mission de demain. » Dans les 48 heures suivant le vol d'essai réussi d'Al Deer, chaque avion de la base de la RAF de Biggin Hill avait un restricteur installé. Harris et son équipe au sol travaillèrent toute la nuit, 2 minutes par avion. Souder le disque en laiton dans la conduite de carburant, vérifier l'installation, passer au Spitfire suivant. À l'aube du 19 mars, l'escadron entier était modifié. Et puis les coups de téléphone commencèrent. Les commandants d'escadron de Hornchurch appelèrent en premier. Ils avaient entendu des rumeurs. Quelque chose à propos des pilotes de Biggin Hill qui pouvaient soudainement suivre les chasseurs allemands en piqué sans panne moteur. Qu'avez-vous fait? Comment peut-on l'obtenir? Puis Kenley appela, puis Tangmere, puis Northolt, puis Manston. En 72 heures, chaque station de chasse du sud de l'Angleterre savait que Biggin Hill avait résolu le problème de carburateur. Ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas quoi, ils savaient juste que les taux de victoire de Biggin Hill avaient soudainement doublé, tandis que leur taux de perte avait chuté. Et ils voulaient tous ce que Biggin Hill avait. Le ministère de l'Air l'apprit en 1 semaine. Béatrice Schilling s'attendait à de la fureur. Elle avait installé des modifications non autorisées sur des avions de combat. Elle avait contourné chaque règlement, ignoré chaque protocole et commis ce qui était techniquement un délit passible de la cour martiale. Elle s'attendait à ce que sa carrière prenne fin, s'attendait à des menaces, s'attendait à être escortée hors de Farnborough par la police militaire. Au lieu de cela, elle reçut un coup de téléphone. Le 24 mars 1941, 9h30. Le téléphone de son laboratoire sonna. « Mademoiselle Schilling, ici le vice-maréchal de l'air Keith Park. Keith Park, commandant du groupe numéro 11, l'homme responsable de chaque escadron de chasse défendant Londres et le sud-est de l'Angleterre. L'homme qui avait dirigé le Fighter Command pendant les pires jours de la bataille d'Angleterre. L'un des officiers les plus hauts gradés de la RAF. » La main de Béatrice se crispa sur le téléphone. « Oui, monsieur, j'ai lu les rapports de combat de Biggin Hill de la semaine passée, » dit Park. Sa voix était sèche, précise, un accent néo-zélandais sans fioriture. « On me dit que vous êtes responsable des modifications. » Béatrice se prépara au pire. « Oui, monsieur. » Il y eut une brève pause. « À quelle vitesse pouvez-vous installer ce dispositif dans chaque avion du Fighter Command ?» Béatrice cligna des yeux. « Monsieur, vous m'avez entendu. À quelle vitesse ?» Elle fit le calcul dans sa tête. 43 stations de chasse à travers le sud et le centre de l'Angleterre. Environ 3000 moteurs Merlin.
Si elle formait des équipes d'installation à chaque base, travaillait jour et nuit, donnait la priorité aux escadrons de première ligne, 6 semaines, dit-elle. Peut-être 5 si Rolls-Royce peut fabriquer les restricteurs assez vite. Vous en avez 4, dit Park. Je m'occupe de l'autorisation. Vous vous occupez de l'installation. Ne me décevez pas. La ligne fut coupée. Béatrice resta là, téléphone en main, le regard dans le vide. 4 semaines, 3000 moteurs, 43 stations. Elle raccrocha le téléphone et se mit au travail. Béatrice assembla une équipe de 3 ingénieurs de Farnborough, de jeunes hommes qui connaissaient les moteurs Merlin sur le bout des doigts. Elle donna à chacun une pile de restricteurs, du matériel de soudure et des instructions. Puis elle planifia son itinéraire comme une campagne militaire. Les escadrons de première ligne d'abord, les stations qui voyaient le combat quotidien. Biggin Hill était déjà fait. Ensuite, Hornchurch, Kenley, Tankmere, Northolt, Manston, puis s'étendre vers les escadrons de réserve, puis les unités d'entraînement. Couvrir tout le sud-est, puis pousser vers le nord. Elle chargea sa moto Norton avec des outils, des restricteurs, des spécifications techniques et rien d'autre. Pas de vêtements de rechange, pas d'objets de confort, juste l'équipement dont elle avait besoin pour sauver des vies. Et puis elle roula de station en station, de base en base, à travers la campagne anglaise qui se préparait à l'invasion, passant devant des batteries anti-aériennes et des barrages routiers et des postes de contrôle de la Home Guard, 65, 80, parfois 100 km entre les stations. Elle forma personnellement les équipes au sol à chaque base, leur montra exactement comment installer le restricteur, où le souder, comment vérifier l'installation, comment contrôler que le diamètre du trou était correct. Elle supervisa les premiers montages à chaque station. Elle observa le travail des mécaniciens, vérifia chaque soudure de ses propres yeux, mesura chaque diamètre de trou avec son propre pied à coulisse. Si un restricteur ne répondait pas à ses spécifications exactes, si le trou était décalé ne serait-ce que d'un centième de millimètre, si le disque en laiton présentait la moindre imperfection, si la soudure semblait fragile, elle le rejetait. La vie des pilotes dépendait de la perfection de ces minuscules pièces en laiton. Elle n'accepterait rien de moins. Elle dormait dans les hangars quand il y avait le temps de dormir, recroquevillée dans un coin sur un lit de camp en toile, toujours dans ses cuirs de moutarde, attrapant 3 ou 4 heures avant que les installations du lendemain ne commencent. Elle mangeait des sandwichs sur sa moto quand il n'y avait pas le temps de s'arrêter. Roulant entre les stations, une main sur l'accélérateur, une main tenant du pain et du fromage, les yeux sur les routes boueuses. Elle roulait sous les pluies printanières qui transformaient les routes en rivières de boue. Elle roulait tandis que des bombardiers allemands passaient occasionnellement au-dessus d'elle. La Luftwaffe lançait encore des raids, essayait encore de briser le moral britannique. Une fois, elle dut quitter la route et se réfugier dans un fossé, tandis qu'un Heinkel 111 volait bas au-dessus d'elle, ses moteurs grondant, se dirigeant vers Londres avec sa charge de bombes. Quand le bombardier fut passé, elle remonta sur sa Norton et continua à rouler. À une station, elle ne dit jamais publiquement laquelle, mais l'histoire se répandit dans le Fighter Command quand même. Un commandant d'escadre refusa d'autoriser l'installation, lui dit de revenir quand elle aurait les documents appropriés du ministère de l'Air, les approbations appropriées, la documentation appropriée. Béatrice sortit une seule feuille de papier. L'autorisation directe du vice-maréchal de l'air Keith Park, signée, tamponnée, officielle. Le commandant d'escadre la lut, pâlit, balbutia des excuses. « L'installation commence maintenant, dit Béatrice. Vos pilotes meurent. Nous n'avons pas le temps pour la bureaucratie. » L'installation se fit à l'aube. À une autre station, un jeune pilote, qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans, la regarda superviser l'installation sur son Spitfire. Regarda cette femme en tenue de motarde vérifier les soudures et mesurer les composants tandis que son équipe au sol suivait ses instructions sans poser de questions. « Excusez-moi, mademoiselle, dit-il. Qu'avez-vous fait pour mériter un travail aussi important ?» Béatrice le regarda, couverte de graisse et d'huile, épuisée, fonctionnant avec trop peu de sommeil et trop de café. « Je suis douée pour ça, dit-elle simplement. Le pilote y réfléchit un moment, puis hocha la tête. C'est juste. Le 20 avril 1941, chaque Spitfire et Hurricane du Fighter Command avait un restricteur installé. 2407 moteurs Merlin, 43 stations, 4 semaines de travail sans relâche. Le dispositif avait besoin d'un nom officiel pour les rapports techniques et les registres de maintenance.
Le Royal Aircraft Establishment l'appela le restricteur RAE. Formel, professionnel, approprié pour la documentation officielle. Les pilotes l'appelèrent tout autrement. Sir Stanley Hooker, ingénieur en chef chez Rolls-Royce, entendit parler de la modification et examina lui-même l'un des restricteurs. Il fut impressionné et peut-être un peu gêné que la solution de 3 ans de son entreprise ait été battue par une femme avec une rondelle en laiton et une perceuse. Il lui donna le surnom qui resta, l'orifice de Miss Schilling. Humour cru de la RAF, une blague grivoise, le genre de choses dont de jeunes hommes riaient dans les messes et les abris de dispersion. Quand quelqu'un dit à Béatrice comment les pilotes appelaient son invention, on s'attendait à ce qu'elle soit offensée, scandalisée. C'était une femme professionnelle dans un monde d'hommes. Sûrement qu'elle exigerait qu'on utilise le nom technique approprié. Au lieu de cela, elle sourit. Si une blague grivoise aide les pilotes à se souvenir de qui les a sauvés, dit-elle, je prends. Les statistiques racontent l'histoire mieux que n'importe quel mot. Mars 1941, avant le restricteur. Coupure moteur pendant les attaques en piqué, 41%. Ratio victoire-perte, 1,44 pour 1. Chasseurs britanniques perdus, 51. Avion allemand détruit, 73. Avril 1941, après le restricteur. Coupure moteur pendant les attaques en piqué, 0,3%. Ratio victoire-perte, 3,1 pour 1. Chasseurs britanniques perdus, 27. Avion allemand détruit, 84. La transformation fut immédiate, mesurable, indéniable. Près de la moitié de toutes les attaques en piqué s'étaient soldées par une panne moteur. Désormais, moins d'1 sur 300 échouait. Les pertes britanniques chutèrent de près de moitié. Les pertes allemandes augmentèrent. L'équilibre du combat aérien bascula en un seul mois. Mais les statistiques ne capturent pas ce qui changea vraiment. Elles ne capturent pas la confiance. Le sous-lieutenant Robert Stanford Tuck, l'un des meilleurs as de la RAF, écrivit une lettre à sa famille fin avril. C'est comme piloter un avion différent. Il écrivit « Avant, chaque piqué était un pari. Le moteur continuerait-il à tourner ou pas ? On hésitait juste un instant, et cet instant pouvait vous tuer. Maintenant, il n'y a plus d'hésitation. Le Merlin tourne parfaitement. Quoi que je fasse, je peux me battre comme j'ai toujours voulu me battre. » Le sous-lieutenant Johnny Johnson effectua ses premières missions de combat en avril 1941. Il allait devenir l'as le mieux classé de la RAF de toute la guerre, avec 38 victoires confirmées. Des années plus tard, il se souviendrait. Les pilotes plus anciens m'avaient parlé des pannes de moteur. Ils disaient qu'il fallait être prudent en piqué. Votre Merlin pouvait vous lâcher. Quand j'ai commencé à voler en combat, ce problème avait disparu. Miss Schilling l'avait résolu. Je n'ai jamais hésité une seconde à piquer en Allemagne. Cela m'a probablement sauvé la vie une douzaine de fois. Le chef d'escadron Douglas Bader, le pilote légendaire qui volait avec 2 jambes artificielles, attribua au restricteur le mérite d'avoir fondamentalement changé les tactiques de la RAF. Avant Schilling, nous combattions défensivement. Il dit « Nous avions peur de nos propres moteurs. Après Schilling, nous combattions comme les pilotes de chasse sont censés combattre. Agressifs, engagés, sans hésitation. Elle nous a redonné confiance. » À le dire, le pilote qui avait sans le savoir testé le premier restricteur apprit des semaines plus tard qu'il avait été le cobaye. Quand Béatrice lui dit enfin ce qu'elle avait fait, installer une modification non autorisée et non testée sur son avion sans qu'il le sache, il aurait pu être furieux. Il aurait pu la dénoncer, aurait pu exiger une enquête. Au lieu de cela, il lui serra la main. « Je n'étais pas en colère », écrivit-il dans ses mémoires des années plus tard. « J'étais reconnaissant. Elle a pris un risque sur moi pour que des milliers d'autres pilotes n'aient pas à prendre le même risque. Ça demande du courage. » La Luftwaffe le remarqua en quelques semaines. Les officiers du renseignement allemand examinèrent les rapports d'après-combat d'avril et virent le schéma. Les chasseurs britanniques n'interrompaient plus leurs attaques en piqué. L'avantage tactique s'était évaporé. Les pilotes qui avaient compté sur la maladie anglaise pour s'échapper se faisaient soudainement abattre. En mai 1941, les manuels tactiques allemands avaient discrètement supprimé toute la section sur l'exploitation des pannes de moteurs britanniques lors des manœuvres en jet négatif. Le conseil n'était plus pertinent. La faiblesse n'existait plus. La maladie anglaise avait été guérie par une femme avec une rondelle en laiton, une moto et le courage d'enfreindre toutes les règles qui méritaient d'être enfreintes.
Et la guerre continua, mais désormais les pilotes britanniques avaient une chance de se battre. Mai 1943, 2 ans après que le restricteur en laiton de Beatrice Schilling eut sauvé le commandement de la chasse, Rolls-Royce livra enfin sa solution définitive, le carburateur à pression. 3 ans de développement, des millions de livres investis, la perfection d'ingénierie, tout ce que le ministère de l'Air attendait depuis 1940. Le nouveau carburateur utilisait des principes d'injection directe de carburant similaires aux moteurs allemands. Pas de chambre à flotteur, pas de risque de noyage, pas besoin de restricteur. Une refonte complète qui éliminait le problème du jet négatif à sa source. C'était brillant, sophistiqué, exactement ce que les manuels préconisaient, et le commandement de la chasse l'utilisa à peine. Le problème n'était pas le carburateur lui-même, le problème était le temps d'installation. Convertir un moteur Merlin de l'ancien carburateur SU au nouveau système à pression nécessitait 8 heures de travail par avion. 8 heures de démontage complet du moteur, de modification, de remontage et de test. 8 heures signifiait clouer les escadrons au sol. 8 heures signifiait des avions immobilisés dans les hangars au lieu de protéger le ciel britannique. 8 heures signifiait moins de chasseurs prêts au combat, à un moment où la RAF soutenait des raids de bombardiers au cœur de l'Europe occupée. Le commandement de la chasse examina les chiffres. Ils avaient environ 3000 moteurs Merlin en service. 8 heures par moteur signifiait 24 000 heures hommes de travail. Même en travaillant jour et nuit, convertir l'ensemble de la flotte prendrait des mois. Des mois pendant lesquels ces avions ne pourraient pas effectuer de mission, des mois pendant lesquels les chasseurs allemands auraient l'avantage numérique. Et pourquoi ? Pour remplacer un système qui fonctionnait déjà parfaitement. Le restricteur de Beatrice Schilling prenait 2 minutes à installer, coûtait moins d'1 livre à fabriquer, n'avait jamais failli en combat. Les pilotes lui faisaient confiance, les équipes au sol savaient comment l'entretenir. Il était en service depuis 2 ans, sans aucune plainte et avec des résultats spectaculaires. Alors, le commandement de la chasse prit une décision qui aurait semblé insensée aux ingénieurs et aux bureaucrates. Ils gardèrent les rondelles en laiton. Les carburateurs à pression furent installés sur les nouveaux avions sortant des chaînes de production. Les Spitfire neufs, les nouveaux Hurricanes, les avions qui n'avaient pas encore été construits, pouvaient recevoir la solution définitive dès l'usine. Mais les milliers d'avions déjà en service, les Spitfire endurcis au combat qui avaient combattu tout au long de 1941 et 1942, les Hurricanes que les vétérans pilotaient parce qu'ils en connaissaient chaque son et chaque vibration, ceux-là gardèrent l'orifice de Miss Schilling. De nombreux avions volèrent avec le restricteur jusqu'en 1944, certains jusqu'à la fin de la guerre en 1945. 4 ans d'opérations de combat, des milliers de missions, des dizaines de milliers d'attaques en piqué, toutes protégées par un morceau de laiton avec un trou percé au milieu. L'ironie était profonde et parfaite. Une solution provisoire, installée en violation des règlements, par une femme dont personne n'avait entendu parler, garda les pilotes britanniques en vie pendant 4 ans, tandis que la solution d'ingénierie appropriée attendait en coulisses. Les ingénieurs détestent les raccourcis. Ils sont formés à se méfier des solutions simples. Ils veulent des refontes complètes, des tests approfondis, une documentation rigoureuse. Mais parfois, le raccourci est la réponse. Parfois, le simple est meilleur que le sophistiqué. Beatrice Schilling comprenait cela au plus profond d'elle-même. Courir à Brooklands lui avait appris que la machine qui fonctionne est meilleure que la machine théoriquement parfaite. Le restricteur la rendit célèbre. Enfin, célèbre parmi les pilotes et les mécaniciens, sinon auprès du grand public. Mais Béatrice ne cessa pas de travailler, ne se reposa pas sur ce seul succès. Elle avait une guerre à gagner, et les moteurs continuaient de casser de manière qui tuait des gens. Hiver 1943, des Spitfire britanniques étaient expédiés en Union soviétique par le port arctique de Mourmansk dans le cadre du programme Pré-Baille. La Grande-Bretagne envoyait des avions pour aider la Russie à combattre l'Allemagne sur le front de l'Est. Les Russes adoraient les Spitfire, rapides, maniables, de beaux avions. Il n'y avait qu'un seul problème, ils ne démarraient pas. Mourmansk en hiver est l'un des endroits les plus froids sur Terre. Les températures descendaient à 40 degrés en dessous de zéro. À cette température, les conduites de carburant gelaient complètement. Les batteries mouraient en quelques minutes. L'huile moteur se transformait en boue épaisse comme du miel. Les mécaniciens russes passaient des heures à essayer de faire démarrer des Spitfire gelés,
abandonnant souvent et laissant les avions cloués au sol jusqu'au printemps. Le dossier atterrit sur le bureau de Béatrice avec une note du ministère de l'Air. Pouvez-vous résoudre cela? Elle étudia le problème pendant 3 semaines, lut les rapports des mécaniciens russes, analysa les caractéristiques de démarrage à froid du Merlin, effectua des tests dans la chambre réfrigérée de Farnborough, poussant les températures vers le bas jusqu'à ce que les composants lâchent, puis cherchant à comprendre pourquoi. La solution était d'une simplicité élégante. Préchauffer l'huile, pas le moteur, pas le carburant, juste l'huile. Rendre l'huile suffisamment chaude pour qu'elle coule, et tout le reste suivrait. Elle conçut un système de chauffage portable que les équipes au sol russes pouvaient utiliser avec n'importe quel équipement disponible. Des chauffages au kérosène, des générateurs de vapeur, même des feux allumés dans des fûts métalliques. Puis elle rédigea un manuel, non pas en anglais technique nécessitant des traducteurs et des diplômes d'ingénieur, mais dans un langage simple et clair, avec des illustrations montrant exactement quoi faire étape par étape. À l'épreuve des erreurs. Les mécaniciens russes suivirent ces instructions. Des Spitfire qui avaient été gelés et inutilisables rugirent à la vie dans des conditions qui auraient dû être impossibles. Durant le brutal hiver de 1944, des chasseurs britanniques effectuèrent des missions de combat au-dessus des paysages gelés de Russie, protégeant les formations de bombardiers soviétiques et interceptant les avions allemands. Parce qu'une femme en Angleterre avait trouvé comment faire couler l'huile à 40 degrés en dessous de zéro, puis vinrent les recherches en haute altitude. En 1944, les Spitfire de fin de guerre effectuaient des missions à 35 000 pieds. Un air aussi raréfié, aussi froid, aussi privé d'oxygène créait de nouveaux problèmes. Le mélange de carburant se déréglait, la puissance chutait. Des moteurs qui fonctionnaient parfaitement à 20 000 pieds peinaient et suffoquaient à très haute altitude. Béatrice développa des modifications de compensation d'altitude qui améliorèrent la puissance de 8% au-dessus de 30 000 pieds. Pas un chiffre spectaculaire, pas révolutionnaire, juste 8% de puissance en plus quand on en avait le plus besoin. Quand on était plus haut que tout être humain n'avait le droit de l'être, chassant des avions de reconnaissance allemands qui volaient là où la plupart des chasseurs ne pouvaient les atteindre. 8%, ça ne semble pas beaucoup. Mais quand on est à 35 000 pieds et qu'un Allemand vous distance, 8% c'est la différence entre le rattraper et le regarder s'échapper. En 1945, Béatrice Schilling avait achevé 17 projets majeurs. Démarrage à froid, performance en haute altitude, fiabilité des systèmes de carburant, refroidissement des moteurs, chacun sauva des vies. Chacun résolut un problème qui tuait des pilotes. Aucun n'atteignit la renommée du restricteur. Elle ne se souciait pas de la célébrité. Pendant qu'elle travaillait ses longues heures à Farnborough, son mari George Naylor pilotait des bombardiers avec le 625e escadron. Des bombardiers lourds Lancaster, des raids nocturnes au-dessus de l'Allemagne. 31 missions dans un espace aérien défendu où les projecteurs transformaient la nuit en jour et où les chasseurs allemands rôdaient dans l'obscurité. Le Bomber Command avait le taux de perte le plus élevé de tous les services pendant la guerre. Un équipage sur 2 ne survivait pas à sa période de service. Des chances de 50-50. Chaque fois que George montait dans ce Lancaster, les statistiques disaient qu'il pourrait ne pas revenir. Béatrice calculait les probabilités pour gagner sa vie. Elle savait exactement à quel point la marge était mince. Savait que chaque mission était un coup de dé truqué contre la survie. Elle ne pouvait pas le protéger. Ne pouvait pas concevoir une solution contre la DCA et les chasseurs de nuit et les erreurs de navigation qui envoyaient les bombardiers au-dessus de la mauvaise cible où les défenses étaient les plus lourdes. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était travailler, garder les maris des autres en vie, faire confiance au fait que l'habileté et la chance de George le ramèneraient à la maison. Il défia les probabilités, reçut la Distinguished Flying Cross, rentra chez lui en 1944. Ils ne parlèrent jamais de ce qu'il avait vu au-dessus de l'Allemagne. Il ne posa jamais de questions sur son travail. Certaines choses étaient trop lourdes à porter dans une conversation. Certains fardeaux, on les porte seuls. Palais de Buckingham. Le roi George VI nomma Béatrice Schilling officier de l'ordre de l'Empire britannique. Elle portait sa plus belle robe, se tenait dans une salle pleine d'officiers décorés et de citoyens distingués, reçut sa médaille du roi en personne, posa pour les photographies, sourit devant les caméras. Un journaliste lui demanda le secret de son succès.
Résoudre des problèmes, dit-elle. C'est tout ce qu'est l'ingénierie. Quelqu'un a un problème, vous trouvez une solution, vous la faites fonctionner. Être une femme dans une profession masculine était-il difficile ? Elle haussa les épaules. Je n'avais pas le temps de penser au fait d'être une femme. J'étais trop occupée à être ingénieure. Le lendemain matin, elle était de retour à Farnborough, travaillant sur des problèmes de moteur à réaction. Nouvelle technologie, nouveaux défis. Le Merlin était le moteur d'hier, les réacteurs étaient l'avenir, et ils avaient leur propre lot de problèmes à résoudre. Elle n'atteignit jamais les postes de direction au Royal Aircraft Establishment. Ces postes étaient réservés aux hommes. Des règles non écrites que personne ne reconnaissait mais que tout le monde suivait. Le genre de barrière qui ne s'annonçait pas mais était absolument réelle. Elle ne se plaignit jamais publiquement, ne déposa jamais de réclamation, ni n'exigea les promotions qu'elle méritait. Peut-être qu'elle s'en moquait. Peut-être qu'elle préférait la vraie ingénierie à la paperasse et à la politique qui accompagnait les postes de direction. Peut-être avait-elle appris depuis longtemps que mener certains combats n'en valait pas la peine. Ou peut-être qu'elle gardait simplement la tête baissée et faisait le travail parce que le travail comptait plus que la reconnaissance. Sa carrière d'après-guerre inclut des travaux sur le programme de missiles Blue Streak et des recherches sur les systèmes de freinage sur piste mouillée, la technologie qui aide les avions modernes à atterrir en toute sécurité sous la pluie. Puis en 1967, quelque chose de remarquable se produisit. La Eagle Mk1 de Dan Gurney en Formule 1 avait un problème de surchauffe. Le moteur chauffait trop pendant les courses, les performances en souffraient, la voiture ne pouvait pas être compétitive. L'équipe d'ingénieurs de Gurney, jeunes, brillants, spécialistes diplômés d'université, ne parvenait pas à résoudre le problème. Quelqu'un suggéra d'appeler la vieille dame qui avait réparé les Spitfire. Beatrice Schilling avait 58 ans. Elle examina le système de refroidissement pendant 2 heures, traça le flux du liquide de refroidissement, mesura les températures, posa des questions, fit des calculs sur un bloc-notes. Puis elle leur dit quoi changer. Les ingénieurs, 2 fois plus jeunes qu'elle, formés aux dernières techniques, appliquèrent sa solution. Le problème de surchauffe disparut, la Eagle fonctionnait parfaitement. C'est la même chose que n'importe quel autre problème de moteur, dit-elle. Vous comprenez la physique, vous trouvez la solution la plus simple. Vous la faites fonctionner. Beatrice Schilling prit sa retraite en 1969. Elle avait passé 33 ans à Farnborough. 33 ans à résoudre des problèmes qui tuaient des gens si on se trompait. Elle passa ces dernières années de la même façon qu'elle avait passé les premières. À travailler sur des motos, restaurer des machines anciennes, courir lors d'événements classiques, entretenir la Norton qu'elle possédait depuis l'âge de 14 ans. La moto qui lui avait appris comment les moteurs se comportent sous contrainte, la machine qui avait tout déclenché. Elle mourut le 18 novembre 1990, à 81 ans. Les nécrologies se concentrèrent sur une seule chose, la rondelle en laiton. Tout le reste, les systèmes de démarrage à froid, les recherches en haute altitude, les 17 autres projets, les décennies d'excellence discrète, devint des notes de bas de page. Une invention, un moment de courage. C'est ce dont le monde se souvint. Aujourd'hui, il y a un pub à Farnborough appelé le Tilly Schilling. Le musée de Brooklands expose ses trophées de course. Des universités ont des bâtiments portant son nom. Les écoles d'ingénieurs enseignent le restricteur comme une étude de cas en résolution élégante de problèmes. Solution simple, mise en œuvre immédiate, résultat mesurable. Mais la vraie leçon ne concerne pas l'ingénierie, elle concerne le courage. En mars 1941, Beatrice Schilling avait un choix. Suivre la procédure, attendre l'autorisation, assister aux réunions de comité, remplir des rapports, laisser le système fonctionner à la vitesse de la bureaucratie pendant que les pilotes mouraient à la vitesse du combat. Ou charger une moto de rondelles en laiton et résoudre le problème elle-même. Elle choisit d'agir, risqua sa carrière, sa réputation, peut-être sa liberté, installa une modification non autorisée et envoya un pilote au combat sans lui dire ce qu'elle avait fait. Si elle s'était trompée, elle aurait été traduite en cour martiale, emprisonnée, détruite. Son nom serait resté dans les mémoires comme celui de la femme qui avait tué un pilote par arrogance. Elle ne s'était pas trompée. Des milliers de pilotes rentrèrent chez eux grâce à ce qu'elle avait fait. Des milliers de familles restèrent unies. Des milliers d'avenirs furent vécus au lieu d'être enterrés dans des cimetières militaires à travers l'Angleterre. Une femme, une moto, une rondelle en laiton avec un trou dedans.
et le courage d'agir quand tous les autres attendaient la permission. C'est comme ça qu'on change l'histoire. Si cette histoire vous a touché, écrasez ce bouton j'aime. Tout le monde aime YouTube pour partager ce morceau d'histoire oubliée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous vous apportons chaque semaine d'autres incroyables histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale. Commentez ci-dessous. Quels autres héros méconnus devrais-je couvrir ensuite? Je lis chaque commentaire. Et voici quelque chose de fou. La semaine prochaine, je couvre l'espion qui a sauvé le jour J en n'utilisant rien d'autre qu'un cadavre et une fausse lettre d'amour. Croyez-moi, vous n'en croirez pas vos yeux. D'ici là, souvenez-vous, les héros se présentent sous toutes les formes. Parfois ils portent des uniformes, parfois ils portent des bottes de moto et des clés à molette. À la prochaine.